Allez, on attaque tout de suite donc ce retour de Grand Prix sur le Grand Prix de Belgique. Ouais, tu sens que je t'ai mis une bouille de douille là, c'est ça ? Ouais, il devait sortir plus tôt le podcast. Écoute, mec, y a Léon Marchand qui gagne des médailles, il fait beau, il y a la plage. On a tous des problèmes cet été, ok ? On a tous des problèmes à gérer. Je crois que le podcast, pour l'apprécier, il faut savoir l'attendre, tout simplement. Il est là et il sera fait avec autant d'amour et de bienveillance, ne t'inquiète pas. Alors on va revenir donc sur ce week-end de Grand Prix en Belgique marqué par le doublé Mercedes jusqu'à la disqualification de George Russell malheureusement qui aura évidemment effacé cette superbe prestation de la Marca Étoile et c'est vrai qu'on va revenir sur comment Mercedes a amené ce doublé pendant que Red Bull c'est vrai et Ferrari sont toujours sur la défensive et tentent de limiter la casse, Verstappen y compris. Et puis on va revenir aussi quand même sur cette erreur, je pense, une nouvelle erreur stratégique pour McLaren qui aurait pu entrevoir la victoire. Alors pourquoi une nouvelle fois McLaren sur les derniers Grands Prix, c'est ce qu'on note, a laissé échapper la victoire. Sergio Pérez est confirmé chez Red Bull. Et oui, tu n'en es pas à ton 8e pastis, c'est la réalité, tu n'es pas dans une deuxième dimension. Nous allons tenter d'expliquer cette décision lunaire, comme on l'appelle, et comprendre les options qui s'offraient à Red Bull. Carlos Sainz, enfin, qui signe chez Williams. C'est la news, ça y est, Carlito, le gendre parfait, celui qu'on a envie d'inviter à table, on a envie de lui offrir des fraises, de l'ananas, bref, un gars bien. Libéric, donc, libère le marché. Libère, c'est un super jeu de mots. Évidemment, puisque ça fait un moment que ce top pilote, parce que ça reste quand même un très bon pilote, Carlos Sainz, un super pilote, a évidemment bloqué le marché parce que évidemment les écuries inférieures, elles attendaient que Carlos Sainz soit libre ou pas. S'il y a une option, il est toujours prenable, évidemment. Avoir un Carlos Sainz dans son équipe, c'est top. Et mine de rien, il vient de débloquer le marché de transfert en allant chez Williams. Et on va faire un petit tour de la grille du coup des places restantes, de ce qui se passe, qui a été où, un peu pour faire le bilan d'avant-trêve. Et dans ce bilan d'avant-trêve, on va évidemment revenir sur cette première partie de saison, tout en douceur, tout en épices, tout en suave, une vraie régalade de la brochette, de l'amour. Franchement, on a tout eu dans cette première partie de saison. On en discute, on en parle, c'est enfin bon, bien sûr. Alors George, on n'a pas mangé ses travers de porc avant le Grand Prix parce qu'on voulait faire un jeûne ? On voulait travailler son summer body, tu vois où ça nous amène ces conneries, Mercedes donc, qui passe la ligne 1 et 2 et qui malheureusement va voir George Russell se faire disqualifier pour un surpoids global, pilote et voiture, donc en passant la ligne. Puisque le pilote est pesé et qu'on va peser la voiture. Et voilà, ils auront dépassé le poids autorisé malheureusement. Pourtant, toute cette histoire, revenons en arrière, revenons des années en arrière, au fin fond de ce compte qui a été créé pour Mercedes. Mercedes qui profite donc, qui a profité des qualifications pluvieuses en Belgique, j'ai envie de dire qualifications pluvieuses en Belgique. Et les mecs, on prend que de la flotte en Belgique. Nous, ni les radars, vraiment, tu prends la douche, quoi. Donc, au fin fond des Ardennes, c'est pas le summer body que tu vas travailler, George. Donc, Mercedes qui a profité de ce week-end à nouveau pluvieux, c'est vrai, dans les Ardennes, c'est vrai qu'on a souvent un temps un peu chaotique. Et là, à nouveau, on a la pluie qui s'est émissée en fin d'essai libre. Sur la séance d'essai libre 3 et puis qui a continué sur la qualification. Et là, c'était un petit peu tout le danger du week-end, puisque s'il pleut, il pleuvait pour les qualifications, il ne pleuvait pas pour la course.
Donc, mais mine de rien, déjà pour aussi les pilotes, on peut pas faire un setup, donc des réglages orientés pluie, parce que la vraie course qui a lieu le dimanche, elle est sur le sec 100%, avec des belles températures assez hautes. Et donc forcément, c'est un peu le pilotage, l'instinct qui va primer sur ces qualifications. Et sur ces qualifications pluie, écoutez, sorti de nulle part, on ne sait pas pourquoi, l'improbable pole de Leclerc. Alors pourquoi pole de Leclerc? Parce que oui, c'est vrai, c'est la pole de Verstappen devant Leclerc puis Pérez. Déjà, Pérez, joli quand même. Mais Verstappen a écopé d'une pénalité donc de 10 places sur la grille en venant changer son moteur. Un élément de son moteur, voilà, on rappelle que les éléments des moteurs sont normés. Le RS, lorsqu'on change des parties du moteur, on a un droit où on a des allocations en fait sur les pièces, 3, 4 par saison, et quand on dépasse ce quota, on prend des places de pénalité. C'est ce qu'a eu Verstappen, qui s'est lancé donc 11e sur la grille et qui a laissé l'improbable Leclerc en pole position devant Pérez, donc, qui s'en est sorti sur ses qualifications pluvieuses, il faut le reconnaître. Et puis déjà Hamilton 3e et George Russell 5e sur la grille. Très bon départ finalement des Mercedes, avec un Norris qui se troue, comme on dit. Et puis finalement, au gré de la course va s'orienter très très rapidement. On va comprendre un peu comment les Mercedes sont revenus. Déjà un très bon rythme de Hamilton, qui va venir déposer le cadavre Pérez, parce qu'on peut l'appeler comme ça. Puis il va finalement dépasser aussi Charles Leclerc. Et finalement, sur ce bon rythme des Mercedes, tout le monde va opter un petit peu pour la même stratégie, parce qu'on va avoir un tir groupé. Finalement, le rythme va être assez similaire. Hamilton ne va pas pour autant s'envoler. Tout ce paquet va être assez serré et tout le monde va se couvrir à coup de stratégie à 2 arrêts, parce qu'on observe qu'il y a une dégradation quand même plus ou moins importante. En tout cas au démarrage, et tout le monde va partir sur une stratégie à 2 arrêts, et le but c'est évidemment de rentrer avant le voisin pour pouvoir ressortir avec l'undercut, profiter de cette seconde et demie de vie dans les pneus pour ressortir devant la personne qui s'est arrêtée. Tout le monde va partir un peu sur cette stratégie, sauf George, qui voit dans ses pneus une durée de vie plus longue, et insiste fortement auprès de son pit lane pour dire: écoutez, moi je reste en piste, on part sur un arrêt, je pense que ça peut tenir. Et c'est vrai, comme ça arrive quelquefois sur certains Grands Prix, le pneu reprend vie après cette première source de dégradation où les temps chutent un peu. Les temps se stabilisent, et finalement l'écart qui paraissait grand au départ, en fait se stabilise, et très rapidement en fait Russell fait des temps quasi les mêmes temps qu'en fait ceux qui sont dans les pneus neufs. Et George donc part sur cette stratégie à un arrêt, et il va tenir malgré le retour tonitruant donc de Lewis Hamilton sur lui, l'anglais qui va revenir tambour battant. Il va résister à Hamilton, il va résister aussi à Piastri, qui va arriver comme une bombe derrière Hamilton, et on va voir ce trio qui passe la ligne, c'est magnifique. Et je rappelle donc quand même au passage que dans ce trio, Leclerc finit 4e à moins de 10 secondes, qui garde Pérez et Norris derrière, et finalement on a le top 6 en Belgique en moins de 10 secondes. Ça, honnêtement, c'est pas arrivé depuis, je m'en souviens pas, qu'il y ait 6 pilotes comme ça qui passent la ligne en moins de 10 secondes sans voiture de sécurité. Ça prouve à quel point aujourd'hui, en F1, on est vraiment sur un plateau extrêmement resserré en avant du peloton, extrêmement resserré. Bon voilà, superbe victoire donc de Russell à l'origine avec un Hamilton. Et là, il y a quand même une déception, une nouvelle, à nouveau, McLaren qui, pour moi, a encore sabordé encore cette victoire, parce que devant Russell à l'origine, en 4e position, donc Russell est 5e, devant lui, il y a Oscar Piastri. Et à ce moment-là, Oscar Piastri, on va le faire rentrer, alors qu'on voit que Russell fait des temps très bons, que Piastri a un très bon temps, et on le fait rentrer pour ce deuxième arrêt. Chez McLaren, on n'a pas eu la lucidité de se dire: là, je pense qu'une stratégie à une arrêt, elle peut payer. Là, la dégradation pneumatique est pas mauvaise. On a un très bon rythme avec la McLaren. Pourquoi on tente pas l'arrêt? Et c'est ce qui va s'aborder la victoire d'abord de Piastri. Et puis finalement l'amener à cette 3e place, parce que derrière, il se retrouve derrière Hamilton. Il ne peut pas vraiment le dépasser.
Et puis Hamilton va rejoindre Russell. Et une fois que ce trio est formé, Hamilton, il va pas surattaquer Russell qui est son coéquipier. Il profite du DRS de Russell pour se protéger. Et finalement, Piastri, il pourra plus bouger de cette 3e place. Donc même stratégiquement parlant, c'est encore une erreur stratégique de McLaren. Ça fait quand même pas mal. Il y en a eu avec Norris. Il y en a à nouveau maintenant avec Piastri, qui s'est montré un peu plus en forme que Norris sur ce Grand Prix. Norris, on va y revenir, mais Norris, il a loupé son départ, et ça l'a emmené malheureusement dans les bas-fonds, c'est-à-dire derrière Sainz. Et là, malheureusement, ça a sabordé sa course, parce que il s'est retrouvé en fin fond du groupe de tête, des top pilotes, on va dire, puisqu'on a 4 écuries qui dominent le plateau et il s'en est pas sorti. Donc voilà. Et Mercedes s'est donc assuré ce doublé. Et en passant la ligne, quelques heures après, malheureusement, qu'est-ce qu'on apprend? Que George Russell est disqualifié. Alors, disqualification pour un dépassement de poids. Écoutez bien, ce poids, c'est 1,5 kg. Je crois que le sport est très cruel, en effet. 1,5 kg. Alors, il y a eu un début d'explication, parce que au-delà des côtelettes de porc, on se doute bien que c'est pas que le poids du pilote. Le début d'explication visiblement de chez Mercedes, malgré cette erreur, c'est que l'ultra usure des pneus aurait enlevé des morceaux de gomme qui, mis bout à bout, font 1,5 kg. C'est vrai qu'il y a 4 pneus sur une Formule 1, que les pneus ils pèsent très lourd, et qu'au final, si on enlève des parties de bout de gomme, on enlève 300-400 grammes. Regardez, 400 grammes sur chaque pneu. 4 x 4, 16, 1,6 kg, et on y est, Donc ça va super vite. C'est une explication qui est tangible, mais c'est une explication qui n'empêche pas le fait que Mercedes aurait dû anticiper, mettre un petit peu plus de poids, a joué avec la limite et malheureusement a perdu. Ce n'est pas grave parce que ça fait quand même une petite victoire pour Sir Lewis. Mais quand même, on avait 43 points à la clé pour Mercedes, et là, c'est quand même beaucoup moins. Donc, avec cette disqualification, on obtient notre trio. Donc, Hamilton vainqueur, nouvelle victoire de Lewis, Piastri et puis Leclerc qui est venu donc accrocher cette 3e place. Mais où est Sergio Pérez, ce fameux Sergio qui était donc qualifié, je rappelle, 2e sur la grille, grâce à des qualifications plutôt très bien, honnêtes, sous la pluie, c'est ce qu'on attendait de lui. Et puis, il a disparu en course. Sergio Pérez, un dimanche catastrophique en termes de rythme, donc un beau samedi, une belle qualification, et puis le dimanche aux abois, aucun rythme. Il termine 8e derrière Sainz. Alors vous l'avez compris, il finit 7e puisque Russell est disqualifié. Derrière Sainz, il a fini par se faire doubler par Carlos Sainz quand même, alors qu'ils étaient sur la même stratégie, ils étaient à 2 arrêts. Vraiment, le Mexicain n'a pas existé. Et puis l'image qui fait mal, donc le Mexicain, on l'a dit, qualifié 2e parce que Verstappen a pris une pénalité. Verstappen 11e qui remonte le peloton et qui vient à mi-course déposer Sergio Pérez alors qu'ils sont sur la même stratégie, ils sont tous les deux sur une stratégie à 2 arrêts, donc il n'y a absolument rien qui explique cette différence de rythme. Cette image, elle fait penser un peu à Miami. Le problème, c'est qu'à Miami, c'était un peu le game changer qui a plombé Pérez. Là, Pérez est déjà au fond du fond. Donc si tu l'enfonces en plus là, tu pars 11e et tu viens de déposer, voilà. Bon, et là, c'est pas tant ça, cette prestation qui nous étonne. Parce que écoute bien, accroche-toi bien à tes écoutilles, scotche-toi bien tes fesses à ton matelas, comme on dit. Sergio Pérez a été confirmé chez Red Bull. Et là, vraiment, c'est le coup de tonnerre, j'ai envie de dire. Parce que ça n'a pas de sens. Non, au fond, c'est quand même... au fond, c'est quand même une décision assez logique quand on creuse. Il y a une explication qui a été donnée, elle est assez simple. En gros, le siège de Red Bull, qui se trouve en Autriche, il est sur plusieurs étages. À l'étage, je crois que c'est le 3e étage où ils sont, il y a une salle de réunion. À côté de cette salle de réunion, en fait, il y a un mini-bar. Dans le mini-bar, tu peux trouver, c'est vrai, des alcools comme de la bière, du vin, mais il y a aussi de l'absinthe, des trucs assez forts.
Concrètement, le comité de décision s'est réuni, probablement, a buté le minibar, hein, l'a éclaté, quoi, l'a défoncé. Et je crois que la décision a été prise à 4h du mat, avec cette petit surplus d'absinthe et probablement quelques doses de cocaïne. Tout ce qu'il faut pour prendre une décision logique, Sergio Pérez. Je n'ai pas l'explication, je ne trouve pas les mots pour expliquer la confirmation de Sergio Pérez. C'est pas tant que Sergio Pérez soit confirmé à ce poste, alors je ne sais pas si dans son contrat ça coûte un bras de le virer, mais là c'est quand même une catastrophe. On va faire un bilan de Sergio Pérez, là, je l'ai devant moi. Sergio Pérez depuis Imola, donc les 8 derniers Grands Prix. Donc Imola, c'est le premier des Grands Prix où il a sombré. Voilà. C'est-à-dire 5-6 Grands Prix après le début de saison, quoi. Donc Sergio Pérez depuis Imola, soit 8 Grands Prix, a marqué, accrochez-vous, 28 points. Je rappelle que lorsqu'on gagne un Grand Prix, on en marque 25. Donc voilà, il a marqué 28 points en 8 Grands Prix, le Mexicain. Donc on va comparer avec ce qui est comparable, c'est-à-dire les mecs qui ont le top 4 des écuries, hein, McLaren, Mercedes, Ferrari et son coéquipier, qui évidemment est un mutant. Verstappen, son coéquipier, a marqué 114 points. Donc Pérez en a marqué 28, Verstappen en a marqué 114, Norris 116, Leclerc 79, et on sait que Ferrari est dans le dur, Piastri 126, Sainz 79, Hamilton 123, Russell 79, parenthèse pour Russell quand même qui n'a pas du tout été aidé entre l'erreur en Hongrie et là la disqualification qui vient directement du problème de poids. Donc, alors, déjà dans cet ensemble de points, on se rend bien compte, c'est marrant, Leclerc et Sainz ont marqué le même nombre de points, 79. On sent que Ferrari est vraiment en difficulté et vraiment en retrait par rapport à ce top team, même si c'est vrai que là en Belgique, ils faisaient bonne figure quand même. Ils ont fait plutôt un beau Grand Prix de Belgique, mais on sent qu'ils sont quand même très sur la défensive et qu'ils sont en retard, hein, sur ce top 4. Mais ça met c'est 28 points. Non mais regardez, 28 points. Même les Ferrari qui sont dans le dur, elles en ont 79. Le reste est à plus de 100 points. C'est quand même aberrant. Alors, moi, j'ai trouvé un concurrent à Pérez, néanmoins, puisque son coéquipier sort sur la vague. Il y a Alonso, par exemple, qui a marqué 16 points, lui. Alors, par contre, la seule grosse différence qu'il y a entre Alonso et Pérez, c'est que Pérez, il est sur une Red Bull. Voilà, top 4, quoi. Alonso, il est sur une Aston Martin. Voilà. Chez Red Bull, pourtant, il y avait des options qui étaient possibles. On les a évoquées. Liam Lawson, qui a fait une pige. On a Ricciardo et Tsunoda, qui sont décemment. Franchement, même, on envoie Ricciardo, parce que là, il est tellement au fond du fond, Pérez, que franchement, tu peux envoyer un Ricciardo, maintenant. Tsunoda, je ne sais pas pourquoi. Alors, Tsunoda, on sait pourquoi. Alors, Tsunoda, il était plutôt verrouillé, en fait, par RB VBK, qui a dit, attendez, non, là, Tsunoda, il fait une super saison. Nous, on nous le vole pas, en tout cas, en milieu de saison. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'écurie en dessous a dit non, moi, nous, notre pilote, on l'a signé, il est plutôt bon. Il bougera pas en milieu de saison, ça, c'est sûr. Et puis, il restait comme option Lawson et Ricciardo. Lawson, ils se sont dit, alors envoyer Lawson quand même à côté de Verstappen, j'ai peur. Ça court au massacre. Et Ricciardo, il prouve pas qu'il est vraiment au top et c'est un peu un pari. Donc, ils ont continué avec Pérez. Alors, la vraie question, et moi, c'est ce que je pensais qui était une option viable, c'est pourquoi pas recruter Carlos Sainz ? Voilà, question, pourquoi pas recruter Carlos Sainz ? Et on y vient, on va faire un point sur les transferts. Alors Carlito, tu vas pas chez Red Bull parce que t'as peur ou quoi ? Tu serres les dents ? Sainz a-t-il eu peur du management de Red Bull ? C'est une bonne question parce que franchement, pour moi, c'était le profil idéal pour remplacer Sergio Pérez. Un top pilote numéro 2, on sait qu'il performe, il a changé 3 fois d'écurie. Carlos Sainz, on se rappelle, 4 fois même. Mais dans les 4, il a performé. Chez Toro Rosso, il était très bon. Quand il est monté chez Renault, il a performé. Quand il est allé chez McLaren, il a fait une superbe saison et c'est là qu'il s'est révélé le plus. Et puis, il est allé chez Ferrari. Personne ne l'attendait. Et il concurrence quand même pas mal Charles Leclerc, même si on sent qu'il y a un tout petit gap qu'il n'a pas. C'est vraiment un top pilote numéro 2 qui aurait été parfait à côté de Verstappen.
Alors voilà, est-ce que le management de Red Bull a fait que Carlos Sainz, qui était chez Toro Rosso, il connaît un peu cet environnement-là, l'a fait fuir un peu, il s'est dit ouais voilà, actuellement c'est vrai que Red Bull ça pue un peu entre les histoires de Horner, les confrontations, le père de Verstappen qui tire sur Horner, bref, on sent que c'est pas glamour non plus au sein de l'équipe. Et, il a peut-être fui ça. En tout cas, il est parti chez Williams, donc Carlos Sainz qui signe chez Williams. Et c'est une bonne décision parce que c'est vrai que quand on regarde Williams, ça vend pas du rêve. Hein. Williams, c'est quand même milieu fond de grille, hein, plutôt. Ils sont en galère, ils ont pris beaucoup de retard sur le développement. C'est même plutôt fond de grille, hein, Williams. Là, vraiment, c'est très très dur pour eux de rentrer dans les points. Euh, alors, est-ce que c'est une bonne décision? Quand on regarde les contours du contrat qu'a fait Carlos Sainz, plutôt sur la durée, ça reste intéressant. Pourquoi? Parce que Carlos Sainz, il a signé un contrat de 2 ans, donc l'année prochaine, il va chez Williams en 2025. Puis en 2026, il reste chez eux, il a un contrat de 2 ans, plus prolongation en option. Mine de rien pour lui, c'est un bon format. Pourquoi? Parce que du coup l'année prochaine il va chez Williams, il a donc un baquet, il fait son année et puis en 2026 c'est le changement de réglementation majeur sur les moteurs, hein, la redéfinition des moteurs qui fait la part belle à l'électrique. Et ça peut complètement en fait redispatcher la hiérarchie actuelle. Hein. Donc on peut se retrouver avec Williams qui fait un bond en avant ou autre. En tout cas, ça sera la loterie. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'année 2026, donc cette première année de réglementation, Carlos Sainz, lui, il est libre. Et il peut voir un petit peu quelle écurie est en train de monter, quelle écurie est aux avant-postes, et il peut se proposer en tout cas en tant que pilote. Donc voilà, il garde une option, il s'est dit, moi je suis libre à N+1, comme on dit, après l'année de règlement. Donc c'est plutôt une stratégie intelligente, je trouve, par l'Espagnol, plutôt pas mal. Alors, il y avait des options quand même, hein, parce que hors Red Bull, il y avait Mercedes. Mercedes qui, visiblement, du coup, si ne prend pas Carlos Sainz, parce que ça aurait pu être une option, un super duo, un Russell-Sainz, ça veut dire qu'ils partent sur Antonelli. Antonelli, voilà, c'est un super pilote de top 3, qui est de F3, qui est monté en F2 cette année, qui est rookie, qui fait une super saison, il doit être 5e du championnat, il a déjà gagné un Grand Prix, donc il est vraiment très très bien. Et bon, ça veut dire que Mercedes en tout cas verrouille ça et n'a pas voulu en tout cas prendre Sainz. Peut-être qu'aussi l'échange un peu vu d'extérieur, Hamilton-Sainz leur faisait un peu trop mal et ils n'avaient pas envie de faire ça. Bon, on va faire un petit tour d'horizon maintenant du coup du market, comme on dit, où on en est du transfert pilote, parce que mine de rien, Carlito, il a complètement déverrouillé le marché des transferts. Donc chez Red Bull, vous l'aurez compris, c'est Verstappen et Perez jusqu'à la fin de saison, parce que justement, vous l'avez compris, l'écurie sœur, à mon avis, a bloqué Tsunoda jusqu'à la fin de saison, mais l'année prochaine, on n'est pas à l'abri justement qu'en fin de saison, Tsunoda, ils viennent et prendre la place de Perez, surtout vu le ratio catastrophique de Sergio Perez, on l'a dit depuis les 8 derniers Grands Prix, s'il refait la même, ou quelque chose de similaire, en tout cas pas suffisant sur les derniers Grands Prix, et que Red Bull perd le championnat constructeur, on va rigoler, hein, voilà. Chez McLaren, c'est verrouillé, eux ils sont très bien, Norris Piastri, un duo magique. Chez Ferrari, ils sont bien aussi, Leclerc Hamilton, un sacré duo aussi magique. On l'a dit, donc chez Mercedes, ça sera Russell et probablement Antonelli. En tout cas, il n'y a pas d'autres noms qui ressortent maintenant, donc il y a de fortes chances, surtout que le rookie est plutôt correct en F2. Hein. On sent que ça tâtonne. Hein. Mercedes attend quand même la fin de saison, attend vraiment un maximum de temps pour voir un petit peu comment se sent le pilote et a vraiment envie de voir si en F2 il peut arriver jusqu'en fin de saison très bien classé. Et il faut surtout qu'il ait ses points aussi. Hein. Chez Aston Martin, bon, vous l'aurez compris, c'est l'indéboulonnable Lance Stroll qui ne partira jamais de sa vie avec Fernando. Alors, là où on a du mouvement quand même, c'est chez As, avec la venue d'Esteban Ocon. Donc Hülkenberg est parti chez Sauber qui va devenir Audi. Et puis on a Esteban Ocon qui arrive chez As, donc Magnussen ne sera pas renouvelé. Donc il y a un autre baquet qui va se libérer chez As. En tout cas pour Esteban Ocon, c'est pas foufou comme choix. Hein. Je comprends pas trop où il vient s'enterrer chez As. Je vois pas où sont les options là-dedans. C'est vraiment un baquet de substitution pour lui.
Ça laisse la deuxième place. Mais non, mais la place est prise par Oliver Biermann, hein, c'est vrai. Non, elle est prise par Oliver Biermann chez As. C'est vrai qu'on a un duo Esteban Ocon, Oliver Biermann, pardon, autant pour moi. C'est vrai. Et bah donc Biermann chez As, très bon choix. Hein. Puis Biermann qui a vraiment fait qui a été très bon en F2, qui a fait une très belle pige chez Ferrari, hein, on s'en rappelle hein, quand même, en Arabie Saoudite. Et donc qui fera un très bon duo avec Esteban Ocon. Chez Red Bull, VB Cash, bon bah pour l'instant on va garder Tsunoda, Ricciardo, il y a Lawson et surtout, à mon avis, l'année prochaine, on a donc le Français Isaac Adjar qui est en tête du F2 hein, pour l'instant, qui devrait monter chez RB VB Cash. Je ne sais pas si on le fout direct dans une Red Bull, hein, ce serait possible aux côtés de Verstappen, mais ça serait dur quand même. Il faudrait mieux lui faire une gamme un petit peu en dessous avant. Chez Alpine, on a Gasly, mais j'ai envie de dire, qui a envie d'aller chez Alpine pas grand monde, les gars. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe à côté de Gasly, ils vont probablement prendre quelqu'un du pilote du Giron, hein, c'est-à-dire Jack Doohan. Il y a de fortes chances que ça soit lui qui atterrisse là-bas. Chez Williams, on a notre super duo Albon-Sainz. Franchement, chez Williams, c'est un super duo. Hein. Albon-Sainz, c'est vraiment du très lourd. Ils peuvent être fiers. Et puis chez Sauber, donc, qui devient Audi, on a Nico Hülkenberg et on a une deuxième place de libre chez Audi. Ça peut être, c'est un peu la place sur lesquelles beaucoup de pilotes vont lorgner et elle reste libre. Et ça, c'est une bonne question. Qui va prendre cette place ? Alors là, il y a moult choix. Donc pour l'instant, sans baquet, il y a Bottas qui... Bon, potentiellement pour en trouver un, mais j'y crois pas trop. Sargent, à mon avis, c'est fini. Guan Yu Zhou aussi. On l'a dit, Magnussen, c'est terminé. Donc là, on a quand même un beau vivier, un beau renouvellement de pilotes, je trouve, qui va se faire pour l'année prochaine. Et c'est pas pour nous déplaire. On fait un tout petit bilan maintenant de cette première grosse partie de saison. 7 pilotes victorieux, donc, sauf Pérez. Tiens. Et comme quoi les choses sont bien faites. Et surtout, un championnat constructeur complètement indécis. Franchement, impossible de dire qui va gagner ce championnat constructeur parce que Ferrari, qui était très bien à Monaco, très dangereux, est complètement redescendu et dans les vapes. Mais pourrait très bien se ressaisir, même là vraiment s'ils sont dans le dur, dans le top 4. Red Bull est en panique puisqu'ils ont perdu complètement Perez qui n'apporte plus de points. McLaren est au top mais n'arrive pas à concrétiser à 100%, c'est par des erreurs stratégiques. Et Mercedes fait un retour en force, ce qui fait que l'écart se resserre petit à petit entre ces 4 écuries, c'est croustillant. Et surtout, l'écart de Red Bull a complètement fondu envers McLaren qui reste l'écurie la plus dangereuse. Alors, vu l'écart très faible qu'on a eu entre le top 6 qui a fini en 10 secondes en Belgique, hein, les 6 là, si on met Sainz et Perez à part, 10 secondes seulement pour 6 pilotes, chaque évolution va compter. Je crois que Frédéric Vasseur l'a très bien résumé, lucide quand même sur le retard de Ferrari, mais lucide aussi sur l'écart très faible qu'il y a entre ce top 4, hein, entre Ferrari, McLaren, Mercedes et Red Bull. Ferrari n'est pas si loin qu'il n'y paraît en fait. En fait, aucune de ces écuries n'est très loin des autres. Une seule évolution qui fait gagner 2-3 dixièmes, 2 dixièmes, et c'est un gap énorme qui fait repasser comme meilleure écurie du plateau. Donc ce faible écart, il est incroyable. Mais mine de rien, ce faible écart entre ce top team et le fait que, on le voit, hein, le vivier des top 5 change tout le temps entre les différentes courses, c'est ça qui va assurer quand même le championnat pilote, je pense, à Verstappen. Pour une raison, donc on l'a dit, ils sont tous groupés, ça veut dire que tout le monde va se manger des points, tout le monde va se voler des points. Un coup, c'est Hamilton qui va gagner, un coup Piastri, un coup Norris, un coup machin. Même si Verstappen ne gagne pas, en fait, ils se volent des points entre eux. Pour aller gagner ce championnat, pour rattraper le retard sur Verstappen, il faudrait qu'un des pilotes là enchaîne des victoires consécutives, ce qui n'est pas le cas, on le voit, on l'a vu quand on a fait le tour des points sur les 8 derniers Grands Prix, hein, alors que Verstappen n'est pas dominateur. 114, Norris 116, Piastri 126, Hamilton 123, c'est les 4 pilotes qu'on a vus devant, donc finalement tout le monde s'échange des points. Et ça ne permet pas à quelqu'un de revenir finalement sur le néerlandais qui, pour moi, devra être champion du monde pilote. En revanche, le championnat constructeur, il est croustillant. Allez, passez de bonnes vacances. On se revoit, bien sûr, à la reprise, avec Enfin Bon, bien sûr.